Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal et j'espère que vous passez un bon week-end. Voici les titres de ce samedi. Dernier arrêt au musée océanographique pour le président portugais hier soir, en marge de sa visite officielle en principauté. Marcelo Rebelo de Sousa y a rencontré la communauté portugaise de la Côte d'Azur. Un moment, vous le verrez, chargé d'émotions. Le chef d'État nous a également livré quelques mots que vous entendrez. Lundi commencera la semaine européenne de réduction des déchets, un nouvel épisode écologique auquel prendra part la principauté, bien entendu. À cette occasion, nous recevrons la présidente d'Ecopolis, Evelyne Chictonelli, qui nous parlera de l'initiative de l'association contre le gaspillage alimentaire. Que reste-t-il 220 années après Austerlitz? C'est le nom d'une conférence qui s'est tenue jeudi soir à Monaco sur la célèbre bataille de l'empereur Napoléon et qui a ravi les passionnés d'histoire. Enfin, si vous aimez lire, la bouquinerie, que vous connaissez peut-être, vient de lancer son premier book club. Nous vous y emmènerons à la fin de ce journal. Épilogue de sa visite officielle à Monaco, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a donc terminé sa journée au musée océanographique hier soir. Il a pu y rencontrer la communauté portugaise basée en principauté et aux alentours. Un moment de convivialité et de partage autour des valeurs du pays est capté sur place par Sarah Incari et Massimo Piantoni. Une haie d'honneur folklorique pour son arrivée. Le président portugais est accueilli en héros dans la majestueuse salle de conférence du musée océanographique. Après un bain de foule et de nombreuses embrassades, l'hymne national retentit. Le chef d'État qui quittera prochainement le pouvoir a ensuite offert à ses compatriotes un discours touchant et fédérateur. Viva Viva Portugal! Une prise de parole pour rappeler également l'histoire partagée entre le Portugal et Monaco et notamment l'amitié qui liait le roi Dom Carlos Ier et le prince Albert Ier. Il y a des liens très anciens, très importants entre la principauté de Monaco et la République portugaise et le Portugal. Des liens personnels entre chefs d'État. Deux chefs d'État à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Liens entre peuples. Ça veut dire on a des monégasques au Portugal et on a beaucoup de Portugais à Monaco. Et beaucoup de Portugais de différentes générations. Et à tous les niveaux de la vie de la principauté. Ça veut dire professeurs, étudiants, des ouvriers, des artistes, des intellectuels. Alors, ces rapports sont essentiels à un moment où on partage tant de principes et de valeurs et de priorités sur le monde. En effet, cette visite historique a été marquée par la signature d'un accord-cadre qui facilitera la coopération entre les deux pays. Elle se clôture donc au plus près du peuple et de ses traditions. Pour beaucoup, il s'agissait de leur première rencontre avec le président. C'est la première fois que je vois un président portugais d'aussi près. Et je suis heureux. Je suis heureux parce que je pense que je ne reverrai peut-être pas celui-là, mais un autre, je ne pense pas le revoir. Je suis née au Portugal et franchement ça m'a touché son discours parce qu'on voit à quel point le Portugal est présent en Europe à travers tous ces immigrés. Donc c'est vraiment touchant, on s'est senti reconnu aussi dans son discours forcément et voilà, ça fait plaisir. Près de 600 personnes ont fait le déplacement, invitées par le consul général du Portugal à Marseille et le consul honoraire du Portugal à Monaco. Permettre à la communauté, à l'issue de cette visite, de pouvoir rencontrer son président, je crois que c'était essentiel. C'est un événement qui est exceptionnel et c'est merveilleux de le partager avec la communauté portugaise. Et cette communauté est conséquente sur la Côte d'Azur et en particulier à Beau-Soleil, où elle constitue près de 40% de la population. L'AMPN, l'Association monégasque pour la protection de la nature, a 50 ans et elle a choisi de célébrer cet anniversaire avec une exposition découverte hier soir par le prince Albert II. Elle retrace l'histoire de l'association et son demi-siècle d'engagement au service du patrimoine marin de la principauté. Alors si vous souhaitez aller y jeter un œil, ça se passe à la Galerie des Pêcheurs jusqu'au 4 janvier prochain.
Et puisqu'on parle environnement, ce lundi commencera la semaine européenne de réduction des déchets. Vous savez que Monaco est très friand de ce genre d'initiatives écologiques portées entre autres par des associations. C'est le cas d'Ecopolis qui se charge de toutes les bonnes actions visant à encourager le développement durable du pays et les bons gestes. La semaine prochaine, elle fêtera 1 an de partenariat entre des acteurs privés et associatifs pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et pour en parler, nous sommes avec sa présidente Evelyne Chic-Tonelli. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Je le disais, la semaine européenne de réduction des déchets marquera l'anniversaire d'une de vos initiatives qui vise à réduire le gaspillage alimentaire, lancée il y a 1 an. Rappelez-nous en quoi elle consiste. Alors c'est une initiative qui nous est très chère parce que l'année dernière, lors de la CERD, la Semaine européenne de réduction des déchets, le thème était le gaspillage alimentaire. Et on s'est dit que tous les acteurs de Monaco étaient réunis et que chacun faisait un petit quelque chose dans son coin, mais peut-être qu'on pouvait essayer de lutter contre le gaspillage qu'il y avait de produits invendus ou non consommés à Monaco et le mettre au profit d'associations qui font des maraudes sur Nice. Et ça s'est mis en place il y a 1 an maintenant. Est-ce que l'opération a connu des mutations depuis 1 an justement? Est-ce que ça a évolué? Alors non, ça n'a pas évolué parce qu'au départ, c'était pas évident d'y arriver. C'est-à-dire qu'il y a 2 entités qui se sont engagées. D'abord Carrefour, Monaco, et ensuite le Méridien. Et ces personnes nous ont dit, ok, on met quelque chose en place, mais il faut qu'il y ait une régularité au niveau des associations. Il faut que chacune, leur tour, elles sont 5, elles passent chacune un jour différent. Il faut qu'elles viennent régulièrement, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on a été un peu en phase, je dirais en phase test pendant 1 an. Et ça marche très bien. Et au bout d'1 an, on est tellement content que ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent à la distribution, des invendus et des non consommés. Et alors vous dites que ça marchait très bien. Est-ce que vous avez justement des chiffres qui démontrent l'effet de cette action depuis 1 an? Alors les chiffres, nous savons qu'il y a à peu près 300 personnes qui bénéficient aussi bien à Nice qu'à Menton, de la redistribution. Donc on leur donne des denrées alimentaires chaque soir. Et au point de vue volume, c'est difficile à quantifier parce que ça dépend un petit peu, notamment au niveau de l'hôtel Méridien, ça dépend de ce qu'il a à redistribuer. Au niveau de Carrefour, c'est assez régulier. On va dire qu'il y a au moins un grand caddie de viennoiserie et de pain qui est distribué tous les jours. Ecopolis a été créée en 1998, elle comptait plus d'une 30aine de membres il y a encore 2 ans. Quelles sont les autres actions de l'association et celles qui sont mises en lumière ou portées spécialement pendant cette semaine de réduction des déchets ? Alors cette année, nous faisons un atelier de sensibilisation pour les enfants. La SMA organise une chasse au trésor, ça sera mercredi, et l'aboutissement de la chasse au trésor, c'est à la place d'Armes. Et nous sommes là pour faire un atelier et pour parler des D3E. Alors les D3E, c'est les déchets électroniques et électroménagers. Donc on va demander aux enfants de reconnaître dans une boîte magique, est-ce que c'est un déchet normal ou est-ce que c'est un déchet électronique ? Voilà. On fait aussi un petit goûter, parce que c'est sympa, un petit goûter 0 déchet. Alors par exemple, des cookies avec du pain perdu, avec du pain rassis, un gâteau à la peau de banane qui a toujours beaucoup de succès, une infusion à la peau de pomme simplement. Donc on utilise les déchets pour en faire des goûters. Voilà, c'est notre thématique cette année pour la CERD. Est-ce que vous diriez que Monaco a bien évolué sur les questions d'écologie et de développement durable jusqu'à aujourd'hui ? Bonne question. On a évolué, ça c'est évident. Nous, notre travail à Ecopolis, c'est un petit peu de faire avancer les choses un peu plus vite que ce qu'elles n'avancent. Alors, on est ravis, il y a des bus qui sont électriques aujourd'hui, il y a énormément de vélos en libre-service, il y a plein de choses qui se font. La mobilité électrique est favorisée, les déchets on trie. Bon, il y a plein de bonnes choses. On va dire ce qui pourrait être perfectible. Nous, on trouve qu'au point de vue mobilité douce, on pourrait faire mieux pour se promener à Monaco de façon plus agréable, et notamment sous le tunnel Louis II, avec une passerelle que nous proposons depuis maintenant, depuis 2016, ça fait 9 ans, que nous proposons au gouvernement de faire une passerelle piétonne au-dessus de la mer. Ça serait un très joli endroit. Nous avons fait un projet qui est beau, qui est certifié, et le gouvernement nous a promis que ça verrait le jour. Que ce soit notre passerelle ou pas, peu importe, ça peut être celle d'un architecte de renom. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un endroit qui évite de prendre ce tunnel Louis II qui est quand même extrêmement pollué, extrêmement désagréable. Autre chose, nous sommes très sensibles aussi à la pollution générée par les bateaux de croisière. Quand on voit des bateaux qui arrivent, qui sont soit en rade, soit au port et qui émettent de la fumée noire,
On a beau se dire que le carburant est moins polluant, il y a moins de soufre dedans aujourd'hui, d'accord, mais c'est quand même encore beaucoup de pollution. Et nous, les habitants de Monaco, nous contactent en disant « Attendez, mais est-ce que c'est pas dangereux pour notre santé? Est-ce que c'est important pour nous d'avoir ces bateaux qui nous polluent ?» On demande au gouvernement de pouvoir électrifier la digue pour que certains bateaux puissent donc se brancher et de réduire aussi l'accueil des navires à uniquement les bateaux de 200 passagers. C'est pas beaucoup, mais Venise l'a fait, alors pourquoi pas Monaco? À court terme, quel est le prochain projet que vous aimeriez mettre en place avec Ecopolis pour accentuer encore davantage la progression de la principauté vers un avenir plus propre? Un autre point qui m'est cher à moi personnellement, c'est le compostage. Alors c'est pas très glamour, hein. Franchement, recycler ces aliments pour en faire un compost, c'est du déchet, l'alimentation, mais on pourrait très bien faire des composts dans les jardins. Là on est dans la roseraie et cette roseraie est magnifique, et c'est elle déjà est gérée durablement et c'est formidable. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un petit endroit où les habitants du quartier pourraient amener leur compost, enfin leurs aliments qui deviendraient des composts? Est-ce que dans tous les jardins de Monaco, il ne pourrait pas y avoir justement ce point de collecte? Je sais que ça existe, il y a un endroit qui fonctionne, mais il faudrait qu'il y en ait plus. Il faudrait sensibiliser les gens parce qu'un déchet, ça peut devenir une ressource. Merci beaucoup, Evelyne Chic-Tonelli, présidente de l'association Ecopolis, d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info. Merci Théo. Carte mémoire, disque dur ou clé USB, nous utilisons tous ces petits objets numériques. Ils nous sont essentiels, mais ils contiennent nos données personnelles privées. Alors que faire quand on souhaite s'en débarrasser? Eh bien la boutique Smeg SMA propose un service de data destruction. Les particuliers peuvent se rendre sur place afin de, comme son nom l'indique, détruire leurs vieux supports en toute sécurité. Tous les détails au micro d'Alban Gingembre. Aujourd'hui, j'ai un disque dur à détruire avec des données sensibles, personnelles. Je suis un particulier, donc je me rends à la boutique Smeg. On va remplir un formulaire, ensuite on va mettre le fameux disque dur dans un sachet avec le formulaire qu'on va rentrer à l'intérieur de cette boîte, sécurisée. Et ensuite on l'amène à la SMA pour destruction. Et ensuite, ces fameux disques durs sont guillotinés avec une presse hydraulique. C'est pour éviter déjà de jeter tous vos supports numériques à la poubelle, donc ça c'est pas très écologique. C'est pour la sécurité de vos données. Le client peut nous suivre dans nos locaux à la SMA et assister à la destruction. Voilà, et notez qu'une fois la procédure terminée, un rapport vous est envoyé certifiant la bonne destruction des données. Donc n'hésitez pas à vous rendre à la boutique Smeg SMA si vous avez besoin de ce service. Après la MPN, un autre anniversaire, celui de My Marketing Manager qui vient de fêter ses 15 ans. Un cap important pour cette entreprise monégasque fondée par les sœurs Sandy et Laurie Jacobi qui n'ont pas manqué d'audace depuis 2010. Vous allez comprendre pourquoi dans ce reportage signé Patricia Navarro et Thomas Deus. C'était en 2010 à Monaco que Sandy et Laurie Jacobi lançaient leur rêve My Marketing Manager, une société d'externalisation marketing destinée à l'époque aux petites et moyennes entreprises. Très vite, leur projet a séduit et elles ont décroché un prix lors du concours de création d'entreprise de la Jeune Chambre économique de Monaco, un véritable tremplin pour elles qui ont ainsi pu asseoir leur crédibilité et poser les fondations d'une entreprise locale mais ambitieuse. Tout a commencé sur mon scooter en rentrant du travail. En fait, j'étais salariée en marketing et Laurie aussi, et on se rendait compte qu'on était très sollicités autour de nous par des dirigeants qui avaient besoin de notre expertise mais qui ne pouvaient pas forcément recruter des profils comme nous. L'externalisation marketing, ça existait déjà aux États-Unis, ça n'existait pas encore en France. Et l'idée est venue comme ça, en rentrant du travail. Et je suis allée directement chez Laurie, je l'ai pitché sur son paillasson et elle a dit oui. Tout est arrivé très vite. C'était début 2010, on gagnait le concours et le premier client a suivi très rapidement. On a créé la structure et après ça ne s'est jamais arrêté. Bien évidemment que nous sommes très fiers. Ça a été beaucoup de travail quand même. Et on est alors étonnés. On apprécie, c'est clair qu'aujourd'hui on apprécie la chance qu'on a. On a beaucoup travaillé pour construire tout ça, mais en fait on n'a pas l'impression que ça fait 15 ans pour être tout à fait honnête. C'est vrai qu'à Monaco, plus qu'ailleurs, il faut offrir une bonne expérience pour que justement on nous recommande, mais on a aussi beaucoup travaillé avec la France et c'est vrai que historiquement, et d'ailleurs au début les gens étaient un petit peu surpris, on a surtout beaucoup travaillé avec la France et tout en développant aussi notre clientèle sur Monaco. On a fait marcher le bouche à oreille. Mais on a aussi et surtout utilisé les techniques marketing qui ont vraiment fonctionné dès le départ. Et en réalité, on a été une vitrine qui a attiré des clients qui nous demandaient de faire la même chose pour eux.
Donc je pense que c'est surtout ça qui nous a permis aujourd'hui de connaître ce succès, en tout cas ce qui nous semble à nous être un succès, c'est de pouvoir mettre en place des techniques marketing qui fonctionnent et pour lesquelles les gens viennent nous chercher. Dans les premières années, My Marketing Manager se concentre sur l'accompagnement des PME, dispositifs marketing, planification, campagne digitale et stratégie de communication. Mais les sœurs Jacobi ne s'arrêtent pas là. Elles diversifient leur activité et proposent des formations en marketing, des ateliers pratiques pour donner aux dirigeants les clés pour construire leur propre plan marketing. Nous, on s'est spécialisé sur justement le B2B, c'est-à-dire les entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Et on ne fait que ça parce que c'est là où on a la plus grosse expertise et le plus de reconnaissance aujourd'hui. Et pourquoi cette promesse, cette thématique? Parce qu'en fait, déjà, ça fait 15 ans. Et nos clients nous ont vraiment fait remonter le fait qu'on s'inscrivait dans la durée. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont fidèles. On a travaillé avec certaines entreprises pendant plus de 10 ans pour les aider justement à vendre, mais dans la durée. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, My Marketing Manager n'est pas une simple agence, c'est un acteur de référence sur la place monégasque. Elle a accompagné des dizaines d'entreprises, contribué à la montée en compétences de nombreux dirigeants et salariés et s'est imposée comme un pilier du marketing local. L'équipe a grandi, les offres aussi et les perspectives ne manquent pas. Alors les perspectives. Aujourd'hui, c'est de continuer à développer nos médias qui fonctionnent déjà très bien. On a un podcast qui est un podcast marketing qui est vraiment une référence en France sur les podcasts marketing aujourd'hui. On a également une chaîne YouTube qui se développe et qu'on va continuer à développer parce qu'elle a 5 ans, mais aujourd'hui c'est vraiment un média qui fonctionne extrêmement bien. Et pour l'agence, écoutez, c'est de continuer comme ça, de poursuivre. Là aujourd'hui, on a redéfini encore notre positionnement, on arrive à accéder à des plus grosses entreprises, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut plus servir les PME, mais c'est de continuer à travailler et à devenir vraiment des références pour tout ce qui est stratégie marketing, notamment sur le positionnement et sur l'offre. Et l'avenir ne fait que commencer pour Sandy et Laurie qui restent animés par une même passion, celle d'aider les entreprises à raconter leur histoire, à grandir et à se différencier. En 15 ans, My Marketing Manager est passé du statut de jeune start-up, lauréate du concours de création d'entreprises de la JCE, à celui d'entreprise de référence dans le domaine du marketing. Un bel exemple d'entrepreneuriat au féminin, de persévérance et de contribution au développement économique local. Jeudi soir, une conférence singulière s'est tenue à l'auditorium Régnier 3 à destination des passionnés d'histoire. L'événement était intitulé « Que reste-t-il 220 années après Austerlitz ?» Vous l'avez peut-être reconnu, on parle de la mythique bataille remportée par Napoléon en décembre 1805 et surtout de la vision de l'Europe que portait l'empereur. Christine Dapetit et Alexa Vial n'ont pas séché ce cours d'histoire, elles l'ont suivi avec attention pour vous. Le 2 décembre 1805, Napoléon triomphe à Austerlitz. En quelques heures, l'armée austro-russe s'effondre. Une victoire éclatante qui ouvre la voie à la paix de Presbourg et à l'ambition impériale française en Europe. Une ambition qui était au cœur de cette conférence. Dans la mémoire française, c'est une bataille qui a eu une très très grande importance. Par exemple, jusque dans les années 1970, la proclamation qu'a adressée Napoléon à ses troupes le lendemain de la bataille était une des dictées obligatoires du cours moyen. Alors bon, depuis, on ne le fait plus, mais c'est donc une bataille qui a beaucoup marqué plusieurs générations parce qu'on considère que c'est la bataille idéale de Napoléon. C'est une bataille qui est courte, dans laquelle il détruit véritablement l'armée adverse et où il y a très peu de morts. Donc c'est la bataille idéale, c'est vraiment la bataille de manœuvre qui montre son génie militaire. L'invasion de la Russie marque le début du déclin, puis la restauration des monarchies d'Ancien Régime. Il faudra attendre la Première Guerre mondiale pour voir renaître une tentative de recomposition de l'ordre européen. Car revenir sur Napoléon, c'est comprendre comment l'Europe s'est construite par ruptures successives. Quand on regarde ce qui se passe après la bataille, Napoléon peut réorganiser l'Italie, il commence à réorganiser un petit peu l'Allemagne, il crée ce qu'on a appelé le système européen, il va nommer ses frères sur des trônes, etc. Et en fait, quand on regarde la carte finale de cette réorganisation, vers 1810-1811, c'est l'ancienne Europe des Six. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de naturel dans cette union de l'Europe occidentale qui était l'Europe des Six il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc voilà, c'est montrer aussi que l'histoire n'est pas seulement le passé, alors c'est évidemment le passé, mais que l'histoire est aussi le socle sur lequel s'est construit la période suivante et peut-être même un peu notre présent. L'histoire est faite
des circonstances qui se répètent. Maintenant, nous nous trouvons dans la même situation de 1805. Mais, hélas, la France, il n'a pas un grand mot à dire. De Versailles au pacte germano-soviétique de 1939, puis jusqu'à Suez en 1956, les équilibres se déplacent, les anciennes puissances coloniales deviennent des États post-impériaux dans un monde structuré par les blocs, une lecture historique qui éclaire encore aujourd'hui les fragilités de l'Europe. Elle a ouvert ses portes il y a seulement quelques mois dans le quartier de la Condamine. La librairie nommée La Bouquinerie lançait cette semaine son premier book club, une idée qui permet d'animer cet espace culturel. Alexandra Pani et Hugo Comassa vous y emmènent. Lieu de partage et de culture, la Bouquinerie est la nouvelle adresse incontournable des passionnés de lecture. Cette librairie indépendante lance à présent son club de lecture. L'objectif, partager ses coups de cœur littéraires du moment. Il s'est nommé le Mama Book Club car étant jeune maman, je voulais dédier un petit temps de lecture pour ces mamans, avoir un petit moment pour elles. Mais il s'est un petit peu plus élargi car on a eu d'autres demandes. Donc maintenant, ça va s'appeler uniquement le Book Club de la Bouquinerie. Des lectures vraiment pour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais présenter Mémoire de la forêt, qui est un livre de Michael Brun-Arnaud, qui est un ancien libraire également. Et alors du coup, c'est une lecture jeunesse, mais qui peut être notamment lue par un public, un large public. Ouvert à tous, cette première édition a accueilli 7 lecteurs passionnés. J'en ai discuté un peu avec Camille, elle m'a dit qu'elle ouvrait ce book club, je trouve ça très cool. Déjà, c'est génial qu'il y ait une librairie qui est ouverte. J'en parle à tout le monde parce qu'il faut absolument que ce soit la bouquinerie qui prime, parce qu'il faut faire vivre cet endroit qui, du coup, avec ce book club, devient vraiment un endroit communautaire où on peut discuter avec des passionnés comme nous. Je suis super heureuse de pouvoir partager ma lecture préférée de cette année avec d'autres personnes et découvrir ce qu'eux ont aimé cette année. Ce book club sera renouvelé dès le mois de décembre. La Bouquinerie propose également d'autres rendez-vous, comme des ateliers d'écriture. Vous pouvez suivre toute leur actualité sur leurs réseaux sociaux, La Bouquinerie Monaco. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, vous avez rendez-vous avec Sarah Nkari pour les prévisions météo de demain, encore très fraîches. Je vous laisse sur les dernières images de la No Finish Line capturées par Manuel Vitali. L'occasion de vous dire qu'il ne vous reste que ce dimanche, donc moins de 24 heures, pour aller faire des tours de piste en faveur des enfants malades et défavorisés. Alors n'hésitez pas. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Manteau, écharpe et pourquoi pas gants, pensez à bien vous couvrir demain, surtout le matin. Si vous avez eu froid aujourd'hui, préparez-vous, nous allons perdre ce dimanche encore quelques degrés. Les températures oscilleront entre 7 et 12 au cours de la journée. Côté ciel, de nombreux nuages en matinée, mais qui se dissiperont au fil des heures pour laisser place à de belles éclaircies. Enfin, n'oublions pas de souhaiter une bonne fête à tous les Cléments. Issu du latin, ce prénom évoque la douceur et la clémence. Très belle soirée sur Monaco Info et à demain. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.